Leroy, Franche-Champignon, Merceron, etc. La liste des entreprises serait trop longue à énumérer ce soir. Nous pourrions aussi parler des menaces qui planent sur l'emploi, sur certain nombre d'entreprises dans la Vienne. Les travailleurs du Châtelleraudais paient un lourd tribut à la crise du capitalisme. Les récentes réactions des travailleurs de chez Johnson, Fenwick, Thales, aux fonderies, mais aussi j'ai appris aujourd'hui de chez Valeo et McAfee qui sont en grève actuellement, montrent que les travailleurs ne se résignent pas à l'annonce des attaques patronales, que veulent nous imposer toujours plus de sacrifices pour enrichir les actionnaires. Mais bien sûr, ce que nous vivons dans la localité est un exemple de ce qui se passe à l'échelle de l'ensemble de la société. Si le patronat est décidé à nous imposer des sacrifices, il a lui un partenaire dévoué du côté du gouvernement qui ne fait pas seulement reculer la société sur le plan matériel, mais aussi sur le plan moral et politique. La remise en cause du droit des femmes, la résurgence de la xénophobie et de l'antisémitisme sont l'expression du recul dans lequel nous entraîne la société capitaliste. Cela va de pair avec la montée du chômage et la pauvreté, avec la mise en concurrence des travailleurs et le repli sur soi qui s'ensuit. Sans réaction collective et massive des exploités, la société reculera matériellement et moralement. L'absence de lutte laisse libre cours à bon nombre d'idées réactionnaires. Inversement, la vitalité et l'intensité des mobilisations ouvrières font reculer jusqu'aux préjugés les plus tenaces. Les plus anciens se souviennent de mai 68. Tant décrié par ceux qui battent aujourd'hui le pavé, c'était tout à la fois une grève générale de la classe ouvrière et un bouillonnement progressiste sur le plan des idées et des valeurs. Les réactionnaires apparaissent comme les seuls à vouloir se battre contre le gouvernement, à s'organiser et à donner les moyens de peser. Si l'on veut que la société aille de nouveau de l'avant, le monde du travail doit se manifester sur un terrain, celui de l'émancipation sociale. Seules les luttes collectives contrebalanceront le climat nauséabond car c'est au travers du combat contre l'exploitation que les travailleurs mesurent ce qui les unit le plus fort et ce qui les différencie. Le gouvernement justifie ce recul en expliquant qu'il veut se concentrer sur la lutte contre le chômage. Eh bien, parlons-en. Ils ont voulu lanterner avec l'inversion de la courbe du chômage et ils veulent maintenant nous lanterner avec le pacte de responsabilité. Pour les médias, c'est reparti pour un tour et les experts de s'interroger gravement pour savoir si le pacte de responsabilité peut marcher, s'il peut relancer une entreprise, créer des emplois. Comme si cela ne faisait pas des décennies que tous les gouvernements baissaient les cotisations, le soi-disant coût du travail, au prétexte de créer des emplois. Cette fois, le gouvernement a donc décidé la suppression des cotisations familiales, l'équivalent de 30 à 35 milliards d'euros. Comme toujours, on lui dit que cela réduira le chômage. Le patronat prétend qu'1 million d'emplois pourraient en découler. 2 millions surenchéris Montebourg. Et pourquoi pas 3, 4, 5 ? Mais de qui se moque-t-il ? Le patronat et le gouvernement n'ont même pas été capables d'inverser la courbe de chômage, ne serait-ce que sur un mois. Depuis que Hollande est élu, il y a 500 000 chômeurs de plus. Et ils veulent nous faire croire qu'ils vont créer 1 million d'emplois. Depuis des décennies, plus il y a d'exonérations de cotisations et plus le chômage monte. La bataille pour l'emploi est un grand alibi pour imposer des reculs inédits aux travailleurs, pour permettre à la bourgeoisie de se servir directement dans les caisses publiques pour augmenter les profits. Il n'y a aucune raison que les prestations familiales soient payées par le patronat. Il n'y a aucun a eu le culot de dire Hollande. Eh bien si, les raisons en est que le salaire est composé de deux parties. Une partie versée immédiatement, le salaire direct, et une autre dont le versement est différé dans le temps et qui se fait au travers des indemnités chômage
pension, assurance maladie et allocation familiale. Ces cotisations font partie intégrante du droit des salariés. Les réduire, c'est attaquer les travailleurs. Hollande assure qu'il va maintenir le niveau des prestations versées aux familles. On peut en douter. Mais ce qui est certain, c'est qu'elles sont désormais payées par l'État, c'est-à-dire par nos impôts. Ce qui revient à le faire payer, ce qui était une partie du salaire, par les salariés eux-mêmes. Le patronat peut être ravi, mais les travailleurs, c'est inacceptable. Hollande prétend que les prestations familiales sont maintenues. On peut en douter. Mais si elles le sont, comme le gouvernement l'affirme, elles sont financées par des économies faites sur les dépenses publiques. Ce sont encore les classes populaires qui paieront. Il touchera à l'argent des communes, des départements, des régions. Il demandera à tous les ministères de serrer la vis. Il imposera des restrictions aux hôpitaux, comme celui de Châtellerault, dont il est prévu une baisse de la dotation de 4 millions d'euros, et à l'éducation nationale, ainsi de suite. Cela sonnera la fin de certaines aides et subventions aux associations, tout ce que le service public n'assureront plus. Il faudra le payer en passant par des entreprises privées. Pour les travailleurs, il ne s'agira pas d'économie, mais de sacrifice. Et pendant qu'ils nous joueront la comédie du pacte de responsabilité, les lettres de licenciement tombent pour les travailleurs de Goodyear, sœur du transporteur Maury Ducrot, pour les salariés de la Redoute, alors même que Goodyear a fait des bénéfices, alors même que le groupe Pinot, qui vient de vendre la Redoute pour sous-traiter les licenciements, prospère. Le gouvernement s'attaque aux salaires et aux droits des travailleurs. Alors oui, Hollande est dans le camp du patronat, et cela ne date pas d'hier. Il faut être naïf ou menteur professionnel pour le découvrir aujourd'hui. Les travailleurs de Peugeot, Aulnay, de Le Japy, de Virgin et tous ceux licenciés l'année dernière l'ont compris depuis longtemps. Et ce n'est pas avec des illusions que les travailleurs pourront se défendre. C'est au contraire en étant conscients qu'au-delà du petit personnel politique, il y a la bourgeoisie, les capitalistes qui tirent les ficelles et que c'est à ce pouvoir qu'il faut s'attaquer. Et ce sont les travailleurs qu'on envoie en première ligne. Car il est demandé d'être toujours plus efficace, plus compétitif, à qui est demandé de s'adapter, de vivre en fonction des commandes, à qui est demandé de sacrifier son salaire, son emploi, sa vie en fonction des aléas de cette économie stupide. Les travailleurs servent de chair à canon dans la guerre économique. Ce sont eux qui sont sacrifiés sur l'autel de la compétitivité. Les patrons y gagnent à tous les coups, mais les travailleurs, eux, sont sourds de perdre. Derrière la lutte contre la concurrence se cache la guerre de classe, et les travailleurs n'ont aucun intérêt à se laisser enrôler par le patronat dans la guerre qui n'est pas la leur. La guerre que les travailleurs ont à mener, c'est la guerre de classe. Les travailleurs doivent se battre pour eux, pour leurs revendications, pour leur salaire, pour leur emploi, pour leur retraite, pour leurs droits. Personne ne le fera à leur place. Et à partir du moment où les travailleurs engageront le bras de fer, il faut qu'ils soient prêts à aller jusqu'au bout. Si les travailleurs parviennent à arracher une partie du profit à la bourgeoisie, on entendra hurler, on l'entendra accuser les travailleurs de provoquer la faillite des entreprises et l'écroulement du système. Mais un système qui ne permet pas de vivre aux travailleurs et à ceux qui le font tourner est indéfendable. Une société qui prospère sur la faillite de la classe productive est une société qui doit disparaître au profit d'une nouvelle, dirigée cette fois par les travailleurs eux-mêmes, par les exploités, de telle façon qu'on ne laisse plus la concurrence et la loi du profit gâcher les possibilités immenses de la société. La classe ouvrière doit renouer avec la perspective ouverte par le manifeste communiste, avec l'internationalisme qui lui est indissociable. Dans le monde politique, il y a presque l'unanimité pour considérer que l'immigration est un problème, ou qu'il y a trop d'immigrés. Mais dans les années d'après-guerre,
dans les années 60-70, l'immigration n'était pas un problème. Pour les dirigeants patronaux, pour les gouvernements, c'était au contraire une solution pour construire le pays, pour faire tourner les usines. Et c'est là le cas encore aujourd'hui. Aujourd'hui, encore, ce sont les travailleurs immigrés qui se chargent des tâches les plus ingrates et les plus mal payées. Alors il y a de quoi être révolté quand on entend qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, parce que les immigrés ne viennent pas pour être des assistés. Ils viennent pour travailler, pour gagner un peu d'argent, de quoi envahir leur famille. Ils ne viennent pas pour prendre les logements HLM ou autres, ils viennent pour les construire. Il faut des mesures radicales et contraignantes. Sauf à interdire les grands groupes de licenciés, on n'arrêtera pas la montée du chômage. Sauf à mettre au travers des intérêts du grand patronat, on ne stoppera pas l'hémorragie. Il n'y a pas de travail à donner à tous, répondent les patrons. Eh bien qu'on impose qu'il soit réparti entre tous, sans diminution de salaire. Et pour résorber le chômage, il faut des embauches partout où le personnel manque, partout où les cadences de travail et les horaires sont devenus insoutenables, partout où les salariés ne peuvent poser de congés. Et il faut arrêter avec ces contrats précaires scandaleux où tous les 6 mois, un travailleur remplace un autre mis au chômage. Oui, cela coûtera au patronat. Mais les grands groupes ont de quoi payer. Et à défaut, ils puiseront dans leur fortune accumulée par les grands actionnaires. Les actionnaires, les banquiers, le grand patronat ont de quoi voir venir. Pas les classes populaires. Priorité doit être faite à leur emploi, à leur salaire, à leur retraite. Pour que chacun vive dignement aujourd'hui, il faut relever le SMIC à 1 700 € net et il faut obtenir qu'il augmente au même rythme que les loyers, que le gaz, que l'électricité, les mutuelles, les assurances, et ce pour tous les salaires, les pensions, les retraites et les minima sociaux. Ce sont des revendications élémentaires. Au travers de ces objectifs, les travailleurs ne font qu'en revendiquer le droit à la vie, mais même cela, c'est trop pour la bourgeoisie. Pour savoir la vérité, les travailleurs n'ont pas d'autre solution que d'aller mettre le nez dans les affaires, dans les comptes, éplucher la comptabilité. C'est très dur à prononcer ce mot. Ce serait aussi la seule façon de mettre en lumière les 1001 canaux de l'exploitation. Et cette immense pompe aspirante du capitalisme qui fait qu'aujourd'hui, les 85 plus riches du monde possèdent l'équivalent de ce que détiennent 3,5 milliards des plus pauvres. Que les 18 mois de gouvernement socialiste ont fait reculer les travailleurs politiquement et moralement. C'est un constat. Le Parti socialiste fait le lit du Front national. Il suffit de discuter un peu autour de nous pour savoir que certains, des travailleurs, des chômeurs, sont tentés d'exprimer leur colère en votant pour le FN. Ils pensent ainsi mettre un coup de pied dans la fourmilière. Ils se trompent lourdement. Depuis quelques années, le FN a compris que son électorat réactionnaire composé d'anciens de l'Algérie française, de racistes ou d'intégristes catholiques, ne lui permettait pas d'accéder à la mangeoire. Alors, la dynastie Le Pen s'est diversifiée. La famille millionnaire fait désormais dans l'indignation sociale, dénonce le chômage, les bas salaires, les petites retraites, les petits commerçants écrasés. Toutes choses qui font croire à ceux qui ne savent plus à quel saint se vouer, ou à quel diable, d'ailleurs, qu'elle est au moins défend les ouvriers. Mais elle fait comme tous les autres, qui ne déplorent le chômage, qui ne dénoncent les impôts qui pèsent sur les modestes. Tout le monde le sait le faire. Même ceux qui sont responsables de la situation. La question qui se pose aux électeurs des classes populaires, c'est de savoir s'ils sont prêts à participer, fût-ce modestement, fût-ce avec leur simple bulletin de vote, au réveil de la conscience ouvrière. Aux municipales, comme aux européennes, les votes en faveur des partis de la majorité présidentielle seront comptabilisés comme des votes en faveur de cette majorité de gauche. Les votes en faveur des partis de droite seront comptabilisés
comme des voix favorables au retour au pouvoir des amis de Sarkozy et de Sarkozy lui-même. Les votes en faveur du Front National, ils seront comptabilisés comme des votes en faveur d'une politique plus répressive, une politique plus réactionnaire encore que celle de Sarkozy. Quant à s'abstenir, ce n'est pas seulement se détourner de ces partis qui représentent tous les intérêts de la grande bourgeoisie, c'est se détourner de toute politique, y compris d'une politique en faveur des travailleurs. Or, ces élections permettent de faire au moins un geste politique, sans ambiguïté. Elles permettent d'affirmer la dignité ouvrière, la fierté d'appartenir à une classe sociale qui produit tout et fait vivre toute la société. Ce sera le sens des listes lutte ouvrière dans ces élections. Il y a 200 listes de lutte ouvrière aux prochaines élections municipales. Toutes ces listes seront intitulées « Lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs ». Les candidats de lutte ouvrière ne mènent pas une campagne sur les problèmes municipaux, car aucun de ces problèmes essentiels des couches populaires est un problème local et aucun ne peut se résoudre qu'à l'échelle nationale. L'augmentation continuelle du chômage, le recul du pouvoir d'achat, la dégradation des conditions de vie des quartiers ouvriers, tout cela est le fruit d'attaques du grand patronat et du gouvernement à son service contre les travailleurs pour maintenir les profits capitalistes dans cette période de crise économique. Ces listes font entendre une opposition ouvrière à la politique du gouvernement, qui applique toutes les volontés de la classe capitaliste. Lutte ouvrière intervient dans la campagne électorale pour faire connaître et populariser des objectifs qui devront être ceux des luttes ouvrières à venir pour stopper la dégradation des conditions d'existence des travailleurs. Imposer l'interdiction des licenciements, la répartition du travail entre tous les salariés sans perte de salaire et l'indexation des salaires et des pensions sur les prix constituent l'essentiel de ces objectifs. Il faut aussi que les comptes des grandes entreprises et des grandes banques soient rendus publics et que toute la population puisse voir où va l'argent. Ce programme que les candidats à lutte ouvrière défendent à l'occasion de ces élections municipales le sera également par lutte ouvrière lors des élections européennes qui suivent. La politique du gouvernement du Parti socialiste, parce qu'elle déçoit et démoralise les travailleurs, parce qu'elle frappe toutes les couches de la population en dehors des riches, fait le lit des courants et partis de droite et de l'extrême droite. Alors, et pour conclure, il est essentiel qu'une opposition à la politique gouvernementale se situant exclusivement dans le camp des travailleurs, relevant le drapeau de la lutte de classe, se fasse entendre. Chacun peut y contribuer à ces perspectives en participant à la campagne électorale. Chacun peut y contribuer en cherchant à convaincre autour de soi, sur son lieu de travail, dans son quartier, dans sa famille. Chacun peut y contribuer à sa façon et nous avons besoin de tous. Je vous remercie.